Bonsoir tout le monde. Euh, J'espère que vous me recevez. Si c'est le cas, faites un signe, un pouce et tout. Super. On va encore, je ne sais pas, attendre un peu quelques minutes, disons dans 5 minutes environ. On va commencer. Déjà, on est en présence de. Je suis, comment dire, l'une des modératrices de cette séance avec Taïro Cissé, développeur front-end. Moi aussi, à mes heures, gagné ou perdu, je suis front-end. Et notre guest, Horace, je suis aussi front-end également. Donc, euh, Je je suis qui pas se content. présenter. Ah, ok. Ah, Faut laisser Euh, le gars se je vais présenter, me il va se présenter. présenter lui-même. Voilà, exactement. on, Tu on va sais, je commencer pense déjà. que c'est certainement l'une des premières fois qu'il est modérateur, c'est son session baptême de feu, donc euh, je vais le laisser prendre la main. Je serai dans le background pour relayer les questions et tout. Horace va nous dire un peu comment il veut gérer la séance et j'espère qu'on va passer un excellent moment encore ensemble ce soir. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Ravi d'être avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Ok, donc, je me présente. Ok, salut à tous. Moi, c'est Horace Fermi, je suis développeur web, ingénieur web, ce que vous voulez, software ingénieur. Je suis dans web quand même, je code. Euh, et bon, je suis plus, on va dire, je suis full stack, mais on va dire full stack back-end heavy. Euh, je suis un peu plus back-end avec ma stack principale Django euh, que, que front-end, mais je touche aussi un peu du front-end avec du React, un peu de Nest. Voilà. Donc, la séance, ça sera un peu chill, hein, ce ne sera pas compliqué. J'ai préparé une petite notion. Euh, donc, nous allons parcourir simplement les différentes étapes ou les notions, la présentation, et de temps en temps, on fait des tests, en fait, quoi. Donc, on arrive sur un point, on essaie de tester rapidement dans Copilot et on avance. Donc, c'est à peu près ça. OK? Merci, Horace. Si c'est, tu veux bien te présenter à nous? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Amidou Taïro Cissé. Je suis développeur front-end. Je vais modérer la séance de ce soir avec Horace et Jospin. J'espère que vous êtes prêts. On va passer une bonne soirée. Alors, tu veux bien nous rappeler le titre de la séance? Je vais te laisser modérer et accueillir nos guests, accueillir les membres dans le Meet. OK. Je Euh, pense que les gens viennent nombreux déjà, donc je pense qu'on peut commencer avec le. OK. Ce soir, nous avons Horace qui va nous parler en fait de comment améliorer son expérience de développement avec GitHub Copilot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas GitHub Copilot, c'est cet outil IA qui est disponible en fait sur l'éditeur VS Code par défaut, qu'on peut utiliser pour rapidement travailler, débugger, aller plus vite et tout. Donc, Horace va nous apprendre en fait comment aujourd'hui GitHub Copilot en fait l'aide dans son processus de travail euh, de façon générale. Donc, nous allons démarrer dans une minute et merci à ceux qui nous ont rejoints déjà. Nous allons démarrer dans une minute. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça,
C'est ça, Lionel. Effectivement. Je rappelle que à la partie question et à la partie échange, il n'y a pas à être timide, hein. C'est comme Horace l'a dit, c'est chill. On va rire. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous avez des choses à partager, des expériences et tout, le discutant entre devs est justement fait pour ça. Donc, il a déjà partagé son écran. J'espère que tout le monde le voit. Et si c'est à toi. OK, merci beaucoup. Donc, ce soir, nous avons Horace qui va nous montrer comment il utilise GitHub Copilot aujourd'hui dans son travail en tant que développeur pour aller plus vite, pour rapidement débugger et tout ce que vous voulez. Donc, il a préparé une présentation. Ça va être beaucoup plus pratique que théorique. Donc, il va commencer. Si vous avez des questions au cours de sa présentation, n'hésitez pas à les laisser dans le chat, histoire de ne pas l'interrompre pour qu'il perde le fil après. Donc, alors, on peut démarrer. Ton micro est coupé là. Ok, désolé. Vous me recevez? Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Copilot, mais je pense qu'a priori, vous le connaissez tous, c'est comme Cécile l'a dit dans sa présentation, c'est un outil qui a été intégré à l'IDE, particulièrement à l'IDE VS Code. Donc, à l'IDE VS Code, en fait, et qui embarque différents modèles avec différents modes d'utilisation, en tout cas pour améliorer l'expérience développeur, tout simplement. Et donc, il y a une version gratuite, c'est gratuit, mais la version gratuite est limitée sur le nombre de requêtes qu'on peut faire. Et donc, pouvoir utiliser un peu plus, parce que même la version payante, c'est pas illimité, c'est pas un forfait illimité, c'est beaucoup plus de prompts, beaucoup plus de capacité d'usage, mais ce n'est pas illimité. Donc, pour l'installer, bon, déjà, il faut créer un compte sur GitHub. Il faut créer un compte GitHub. GitHub, simplement, aller dans la partie Copilot, souscrit, la connexion vient. Et au niveau de VS Code, il faudra simplement installer l'extension Copilot. Peut-être je vais zoomer un peu plus. OK, donc, installer l'extension Copilot. Bon, généralement, c'est de la Vienne. Et quand c'est fonctionnel, vous allez voir l'icône Copilot ici, c'est encore ici. Ça vous montre les informations d'usage, ainsi de suite. Voilà. Et ici aussi, il y a plein d'autres petits menus qu'on va voir dans la présentation. Donc, c'est un peu ça, Copilot. Donc, je disais en temps, voilà, pour activer Copilot, le gérer, c'est depuis son compte GitHub. Ici, on peut le faire. Il y a un menu Copilot, et c'est là que vous allez pouvoir configurer peut-être le mode premium si vous décidez de passer en premium. Ce que je recommande d'ailleurs, sans le fait de la pub. Donc, Copilot vient avec beaucoup de fonctionnalités, bon, pas mal de fonctionnalités. Et donc, il faut déjà choisir le bon outil, en fait, en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc, il y a plusieurs modes d'utilisation et il y a différents choix de modèles. Pour le choix de modèle, c'est un peu indépendant de Copilot. Copilot nous permet de choisir le modèle avec lequel on veut travailler. Si je viens un peu ici, par exemple, je peux choisir le modèle. Il y a pas mal de modèles configurés. Et donc, en fonction du modèle parce que je suppose que derrière, eux aussi payent aux providers de ces modèles-là. Donc, en fonction du modèle, on va dire la facturation ou bien le nombre de tokens
varie quoi. Donc ici, on a x0 pour les modèles GPT, mais Claude, on passe à x1, ainsi de suite. Donc, ça permet de configurer différents modèles. Donc, comment choisir le modèle? Il y a différents modèles pour différents purposes, comme vous le savez. Dans notre cas, on est au niveau du code. Les modèles les plus, on dit, recommandés d'après les benchmarks. On a le GPT-5 qui est sorti récemment, qui est relativement bon. On a Claude aussi qui est bon au niveau du code. Mais bon, moi, personnellement, en fait, je n'ai pas vraiment senti l'impact d'avoir changé tel modèle relativement. C'est relativement faible pour moi. Et donc, qu'est-ce qui peut impacter le choix du modèle quand vous avez peut-être des tâches où vous côté beaucoup, vous utilisez beaucoup de prompt engineering et donc vous avez besoin parfois de prompts avec beaucoup de contexte, beaucoup d'informations envoyées. Et donc, certains modèles sont plus efficaces, ont plus de marge à prendre des grands paramètres en entrée que d'autres. Et d'autres, si vous voulez plutôt la rapidité d'exécution au détriment peut-être un peu d'efficacité, il y a d'autres modèles un peu comme, comment il s'appelle, le modèle des Chinois là, qui est plus adapté. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le choix des modèles. Pour moi, c'est relatif. Oui, quelqu'un voulait intervenir? Tu parles de DeepSeek, hein? Ouais, DeepSeek. Donc, pour moi, le choix du modèle impacte peu, pour moi, dans le flow, dans l'amélioration, en fait, avec Copilot. Le modèle de base, qui est là, généralement, GPT 4.1, pour moi, fait largement l'affaire. Si on veut aller un peu plus, on peut choisir d'autres modèles. Donc, on va passer déjà au mode d'utilisation. Le mode d'utilisation, ce que j'utilise quasiment tout le temps, c'est le prompt à complétion, ce que moi, je recommande d'utiliser aussi. Déjà, juste en utilisant la complétion de code, c'est un changement de fou par rapport à 100. Et donc, moi, en fait, aujourd'hui, un dev qui n'utilise pas un outil ou bien des complétions aussi avancées, pas forcément avec VS Code, Copilot, d'autres outils, pour moi, ça se fait un peu de mal. Parce qu'il y a plein de tâches. En fait, le gain de temps que ça procure sur de petites mini-actions, quand tu cumules, pour moi, c'est énorme en fait. Quasiment, si tu codes vraiment, tu écris tout le temps des petites actions, suggestions, ça va vite. Quand tu cumules tout ça sur un projet, c'est beaucoup de temps et beaucoup de galères épargnées, beaucoup de tâches répétitives épargnées. Pour moi, ça fait, si tu n'utilises pas, ça te fait du mal en fait. Et donc, bon, je vais vous montrer un exemple avant qu'on aille vraiment sur le projet, de quoi ça ressemble pour ceux qui, mais je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Donc, quand je viens ici, par exemple, c'est juste pour tester. Je tape classe. Donc, ici, la complétion, il attend passer de contexte. On va faire ça par exemple. Une catégorie, je ne sais pas. Voilà. Là, en fait, j'ai rien écrit, commence à me proposer des trucs. On commence déjà à peine. Donc là, il y a des petits raccourcis en fait. Donc, peu importe le langage que vous utilisez ou l'outil que vous utilisez, si vous aimez beaucoup le clavier, bon, moi, j'aime beaucoup le clavier, des petits raccourcis qui me permettent d'aller vite. Il y a des petits raccourcis en fait, comme simplement contrôle. Ce que j'ai fait. Donc, il y a des petits raccourcis en fait, comme contrôle direction qui nous permet d'évoluer en fait sur la sélection. Peut-être on n'a pas besoin de tout ce qu'il propose, juste on vient, on s'arrête là où on a besoin et on continue nous-mêmes à écrire. Ou soit en fait, s'il y a plusieurs suggestions de Copilot, on peut simplement utiliser Alt. Si vous arrivez à identifier ces signes-là sur votre clavier, c'est simple. Donc, vous utilisez simplement Alt. Donc, si je fais ça, par exemple, je fais Alt, ça. S'il y a plusieurs suggestions, ça me permet de naviguer entre plusieurs suggestions à un endroit précis, en fait, où le curseur est. Donc, parfois, il peut y avoir plusieurs suggestions, en fait, de Copilot. On va tester ça un peu plus en profondeur. Là, il n'y a pas beaucoup de suggestions. Donc, rapidement, ces petits raccourcis clavier nous permettent de switcher et donc d'aller un peu plus vite. Ensuite, mais bon, contrôle direction, ça c'est pour, comme je l'ai montré, pouvoir peut-être naviguer dans une suggestion précise et s'arrêter, peut-être continuer soi-même. Donc, on a le mode chat, toujours présent dans Copilot. Là, c'est le mode complétion directement dans le code.
Le mode chat, en fait, c'est ce truc-là qui s'active en cliquant simplement ici, Open Chat, et ça nous permet de gérer les chats comme si on était vraiment euh, sur ChatGPT. On a les historiques des chats, on peut créer un nouveau chat, ainsi de suite, et on peut discuter ici avec notre IA, mais sauf que ici, contrairement à ChatGPT, on peut ajouter pas mal de petits trucs. On peut ajouter un contexte spécifique, on peut ajouter des commandes customisées, on peut faire référence à des fichiers de notre projet et pas mal de trucs en fait. Donc ça, c'est le mode chat. On va voir ces raccourcis-là tout de suite. On a le mode modification, qui est aussi un peu au niveau du code. Ça, en fait, on va dire, c'est un peu comme un chirurgien. En fait, c'est vraiment pour faire des modifications, on va dire un peu de façon chirurgicale à des endroits donnés, qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de contexte. Donc, un exemple basique, c'est peut-être simplement traduire une partie très spécifique du code en français. Là, en fait, ça n'a rien à voir peut-être avec forcément le métier. A priori, peut-être que là, peut-être que j'avais un champ ici qui s'appelle help test, qui était peut-être en anglais ou bien, c'est pas, voilà, il me propose un truc déjà. Donc, imaginez peut-être que je vais traduire ça. Je sélectionne juste cette partie-là, en fait. Je fais CTRL-I. Ça m'ouvre, en fait, une boîte pour demander un changement spécifique sur l'élément que j'ai choisi, la partie que j'ai choisie. Et donc, en fait, à cette étape, Copilot n'a pas idée de contexte du projet. Donc, c'est seulement, il va se baser uniquement sur ce qu'on a choisi pour faire ce changement chirurgical dans le code continu. Donc, c'est principalement pour les changements qui n'ont pas besoin de contexte ou des trucs particuliers, ponctuels qu'on veut faire. Ça peut être toute une fonction hein, qu'on sélectionne et on lui demande de faire une application, de faire un changement ou bien un refactoring là, de façon ponctuelle. Donc, ça, c'est le mode modification. Ouais, ça nous permet aussi, avec modification, on peut corriger les bugs. Peut-être que notre IDE, voilà, nous dit qu'il y a un warning ici, ou bien nous souligne une variable qui dit qu'il y a un souci à ce niveau. Donc, on vient et on fait Ask Copilot, par exemple. Non, ce n'est pas ceci. Non, ce n'est pas exactement ceci. Je pense que quand on est testé, si ça arrive, je vais vous montrer. C'est aussi dans le mode de modification. Il y a le mode agent. Ça, c'est vraiment quand on veut faire du vibe coding, quand on utilise le mode agent. Je l'utilise très peu pour les projets sur lesquels je travaille, sauf sur les projets où je vibe code. En fait, quand je veux vraiment travailler sur un projet, je code moi-même, j'utilise que la complétion. Quand je veux vibe coder, là, je vibe code avec le mode agent. Mais parfois, je peux utiliser aussi le mode agent quand je veux faire des tâches répétitives, comme on va voir dans les tests, comme par exemple parcourir tous les fichiers et identifier moi les traductions à mettre et faire, en fait, tout ce travail fatigant de traduire si j'avais oublié, je lui demande de faire ça en mode agent et il le fait. Donc, pour ces gens de tâches, je peux lui confier ça en mode agent. Donc, c'est vraiment comme si tu as un dev qui travaille en background ou en parallèle dans ton éditeur de code avec le mode agent. Et donc, il faut bien choisir le mode avant de commencer à travailler. Donc, ça, c'est les modes d'utilisation et le cas d'usage. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle des instructions instruction files. C'est des fichiers d'instruction, en fait, quand on travaille sur des projets pour guider Copilot à mieux peut-être adopter des règles de coding ou voilà, nos principes de coding, ainsi de suite. Donc, pour créer une instruction, bon, il y a les étapes. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement d'abord créer un projet Django. Bon, Django, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework basé sur Python, full stack, pour créer des apps. Donc, voilà, on va créer un projet très simple, basique. Et comme c'est du Python, bon, pas besoin, ça serait normalement très facile à comprendre. Et on va créer le projet sans utiliser un fichier d'instruction et on va créer le projet avec un fichier d'instruction. On va voir un peu la différence.
Donc là, en fait, si je devais créer, voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais simplement créer un projet. On va créer bon, appelons ça démo stock. Ça, c'est une petite application de gestion de stock très basique dans Django Admin. Bon, Django Admin, c'est juste, on va dire, des helpers de Django pour nous permettre de facilement gérer les tables de notre base de données avec une interface, avec des codes, avec un design acceptable, basique. C'est une sorte d'administration de la base de données un peu plus soft. Donc, on va juste créer un démo stock. Et donc, ici, donc là, je vais demander bon, je ne vais pas lui demander directement parce que bon, j'ai déjà des configurations dans, on va dire, à des endroits spécifiques sur mon ordinateur. Donc, même si je lui demande de créer un projet, il ira lire ces trucs-là. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement créer un projet Django basique et vous allez voir la structure par défaut d'un projet Django. Donc, ce que je vais faire, bon, je suis déjà ici. New terminal. Donc, normalement, pour créer un projet Django, bon, je vais faire c'était bon. Ok. Ok. Donc, je vais simplement créer un stack project. On va le nommer quoi? On va le nommer stock, simplement. Euh, ok. Donc, on va créer un projet Django basique. Euh, donc, voici ce à quoi ressemble la structure normale de projet Django basique. On a des applications, on a l'application main qui a été créée, on a un fichier de configuration, on a un fichier pour les modèles. Donc, les différents modèles ou bien les différentes tables qu'on a dans le projet seront ici. On a les tests, on a les vues. Bon, dans notre cas, dans notre démo, on n'aura pas de vues. On a admin. Donc, ça, c'est en fait la structure basique. Mais généralement, moi, par exemple, je n'aime pas utiliser cette structure-là pour mes projets Django. J'aime que ce soit beaucoup plus organisé. J'aime, par exemple, qu'au lieu d'avoir un fichier modèle.py, j'ai plutôt un dossier modèle. Et dans ce dossier, pour chaque modèle, j'ai un fichier qui porte le nom du fichier, qui porte le nom du modèle. Et c'est dans ce fichier maintenant qu'on aura la classe et les informations du modèle. Donc, j'aime que ça organisé un peu plus comme ça. Actuellement, si je demande à Copilot de me créer une app. Bon, je dis ça directement. On va voir ça donne. Déjà là, je n'aime pas la structure. Donc, je dis this is a Django project for a simple stock management app using Django admin. Yes, Django admin. Please add required models and admin classes. Donc, je lui dis qu'en fait, ça, c'est un projet Django. Là, il n'y a aucun contexte, il n'y a aucune institution d'abord. Je lui dis de créer les modèles, ainsi de suite. Donc, là, je suis en mode agent.
Donc là, il est en train de walking, il est en train de travailler. Regardons-le travailler. Je pense qu'il est un peu plus lent que d'habitude. C'est parce que j'ai plusieurs instances ouvertes ou bien quoi. C'est quoi ici? Bon, je vais fermer ça. Bon, je pense qu'il a fini. Voilà. Donc là, effectivement, il a créé les différents modèles dans le fichier modèle. Bon, là, il n'y en a que 2, mais si pour un gros projet, ça ne serait pas bien parce qu'on aura plein de classes comme ça, juste foutues dans un fichier modèle. C'est pas lisible. Donc, moi, je préfère avoir une architecture. Bon, je vais faire un doux, mais vous voyez un peu ce qu'il a fabriqué, qui est probablement fonctionnel, hein, ainsi de suite. Et d'autres trucs, par exemple, il n'a pas ajouté de documentation. Pour chacune des classes, il n'a pas ajouté de docstring. Il n'a pas rajouté de l'internalisation. Donc, il y a plein de trucs que moi, je ne veux pas qu'il fasse. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un fichier d'instruction. Donc, je vais créer une autre version du projet. Je le fais ici. Bon, on va regarder ceci d'abord. On va comparer. Donc, je vais créer un autre projet. Demostock 2. Donc, Demostock 2, je vais l'ouvrir aussi. Et donc, les fichiers d'instruction, pour les retrouver, c'est simple. Vous ouvrez en fait la palette de commandes. Ceux qui maîtrisent Copilot, la palette, c'est quand vous faites CTRL-E. C'est un shortcut. Bon, moi, j'aime beaucoup les shortcuts. Je ne sais pas comment on ouvre la palette depuis. Je ne sais pas où est-ce que j'ai cliqué pour aller ouvrir la palette. Je ne veux pas savoir. Mais ça, de quelque part, ah, c'est même ici. Donc, moi, je fais juste mon raccourci, CTRL-E, j'ai ma palette, en fait. Si je veux créer une nouvelle chat d'instruction, je fais sur mon chat, je fais New Instruction File. Je fais ça et ça me demande, en fait, où est-ce que je veux stocker l'instruction. Je peux le stocker il va le stocker dans un dossier GitHub/instruction dans le projet. Pour ça, je peux le stocker, en fait, au niveau de ma machine. Et après, pour n'importe quel projet, il va essayer de regarder pour voir s'il y a une instruction qui matche au projet et l'utiliser. Actuellement, j'ai déjà des instructions. Et pour retrouver les instructions, on peut voir ici aussi. Instruction. Donc, bon, j'ai supprimé pour la démo. Donc là, on va créer une instruction. Bon, ça c'est au niveau du fonctionnement du projet. C'est quand le projet est bien créé que l'instruction file est utile. Mais pour pouvoir créer le projet suivant une structure donnée, c'est plus simple d'utiliser un prompt réutilisable. Donc, je vais revenir sur l'instruction du projet tout de suite quand on va créer le projet. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des reusable prompts. C'est un prompt, en fait, où tu décris ce que tu veux que Copilot fasse et que tu peux réutiliser à tout moment en utilisant la commande slash ici. La commande slash nous permet de choisir parmi les différents prompts ou commandes. Bon, ça, c'est les commandes actives de Copilot. Mais ceci, par exemple, c'est un prompt que j'ai créé réutilisable pour créer peut-être des projets Django. Et on va l'ouvrir pour voir ce qu'il dit. Donc, les prompts sont disponibles ici aussi. OK, donc le voilà ici. Donc, on voit qu'il n'est pas au niveau du projet, mais il est au niveau de ma machine. Dans un folder. Moi, je suis sous Linux, dans un folder au niveau de Copilot. Bon, code, c'est code. C'est comme ça que ça s'appelle sur Linux Code. Et donc, on a prompt, voici le prompt. Donc, ce que je lui dis, le prompt s'appelle Create Simple Django Project. Créer un projet Django simple. Et en fait, je lui décris en fait ce que moi je veux comment mon projet doit être, les règles à suivre, ainsi de suite. Bon, les règles à suivre, ce n'est pas trop important forcément ici. Pour la création, c'est au niveau de l'instruction que ça sera utile. Mais regardons au niveau de projet de création, ce que je lui ai dit. Créer un projet Django en utilisant la dernière version stable de Django et de Python. Donc, je veux toujours qu'à un moment donné, quand je crée un projet, j'utilise les dernières versions stables. Je utilise Ref et Black, ce sont des packages pour me gérer le linting et PyTest pour les tests. J'utilise Python pour gérer les versions de Python au lieu de Virtual. On utilise Poetry pour gérer les packages Python. Créer un Makefile
avec les commandes suivantes. Euh, euh, voilà, crée et enregistre plusieurs modèles. Une application principale appelée main. Et dans cette application, crée-moi un dossier modèle. Donc, moi, je ne veux pas de fichier modèle .py, je veux un dossier. Je veux un dossier pour l'admin aussi. Je veux un fichier de constante. Je veux un fichier d'utile. Et dans ce fichier, tu me crées des base classes et des base modèles que je vais réutiliser. Parce que j'aime souvent avoir ces trucs-là, les bases, pour des customisations globales sur des classes. Moi, j'aime ça en fait à la base. Après, je peux modifier moi-même et mettre en place l'internationalisation. Donc, je vais utiliser cette commande pour créer le projet Django. Cette fois-ci, où est-ce que c'est? Ok, c'est ici. Ok. Donc, je vais simplement peut-être lancer la commande sans donner même de détails. Create a simple Django project in this folder. Donc là, on remarque que c'est le mode ask. Parce qu'en fait, là, c'est une tâche que je lui donne pour le moment. On n'est pas encore en mode agent. Donc, il dit sure. Voilà. Donc, il a lu mon truc, ainsi de suite. Donc là, en fait, je remarque même que je n'ai pas précisé le nom du projet ici. Donc là, je dis create a Django project ici. Donc, je peux simplement faire ça. Je lui précise que the project name is what? Stock. OK. Donc, on a ça. Bien, on a bien dossier admin, ainsi de suite. Donc, il me dit ça. Donc, bref. OK. Je dis create. Yes. Et donc, je le regarde travailler. Ils sont en train de créer la structure. Et on va simplement comparer avec ce qu'il a créé. Donc, voilà. Après avoir créé la structure, je vais maintenant ajouter ce prompt-là. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, c'est vraiment du bootstrapping que la commande fait. Je pense qu'il a terminé. Donc là, on a notre main, mais au lieu d'avoir un fichier modèle, on a vraiment un dossier modèle qui est un module en fait en Python. On a pareil un modèle pour admin, ainsi de suite. OK, ça m'a l'air bien bizarre. Donc maintenant, je lui dis, this is a Django project for example, la même commande que j'avais lancée ici. Please add required models and admin classes. Je pense que là, bon, là, je vais passer en mode agent. Là, on était en mode ask. Je peux même peut-être créer un autre chat. Là, en fait, je veux vraiment passer en mode agent parce que je veux qu'il applique les changements directement et qu'il travaille sur le code pour le bootstrapping. Bon, il y a une chose qui est toujours bon de faire, qui est normalement, qui fait partie des trucs qu'on va voir en bas. Généralement, quand vous voulez qu'il travaille sur plusieurs fichiers, essayez de garder les fichiers ouverts dans votre éditeur. Ça lui permet d'être beaucoup plus réactif quand les fichiers sur lesquels il doit travailler sont déjà ouverts. Ou que même, encore mieux, vous spécifiez les fichiers en faisant la référence dièse dans le prompt. Vous faites dièse et déjà, ça va regarder d'abord les fichiers ouverts et ensuite, vous pouvez choisir votre fichier. Là, il n'y a quasiment pas de fichiers ouverts. Donc, il a juste gardé des fichiers raccourcis. Donc, là, j'aurais pu, par exemple, ouvrir les différents fichiers dans lesquels je veux qu'il travaille. Parce que là, il a pris un peu de temps pour aller chercher probablement. OK. Là, on voit qu'il n'a pas respecté l'une des cette description-là. Parce que je lui ai dit, il y a cette règle que j'ai dit. J'ai dit que dans le dossier modèle, je veux que chaque modèle ait son propre fichier. Et dans le fichier, tu vas mettre la classe. Là, maintenant, il est parti me foutre tous les modèles dans un dossier appelé base model, je ne sais pas quoi là.
Donc, ça, c'est parce que, en fait, j'avais utilisé le prompt pour créer le fichier, pour créer le projet. Mais là, maintenant, il n'a plus connaissance de, de ceci. Ce n'est plus dans son contexte. C'est maintenant quand je vais mettre en place instruction au niveau de instruction file pour le projet que maintenant il va tenir compte de ça. Bon, là, derrière, on voit que il n'a pas respecté ce qu'il y a ici. Là, ce n'est même plus dans son contexte. Et généralement, quand il utilise un contexte, vous allez voir que le contexte va apparaître quelque part ici. Là, on ne voit rien. On voit qu'il n'a rien utilisé ici. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement annuler. Si je voulais, je pourrais spécifier le contexte ici manuellement, mais bon, je ne vais pas le faire. Je vais simplement définir le fichier d'instruction au niveau du projet. Et là, je vais lui redemander de faire. Donc, je vais annuler les changements. Yes. Maintenant, j'avais déjà un fichier ici, quelque part ici, que je vais copier-coller. Est-ce que j'ai mis le fichier là? Bon, bref, je vais simplement utiliser ceci. Et je vais ouvrir ma palette de commandes. Je vais créer New Instruction File. Là, je vais le créer directement dans le projet. Bon, si je veux le créer directement sur ma machine, là, ça va réutiliser. Si j'avais créé ça, bon, j'avais supprimé ça, parce que c'était resté, il allait identifier ce prompt-là sur ma machine et l'utiliser. C'est parce qu'il n'a rien vu qu'il a fait ce qu'il voulait. Donc, là, je vais créer ça simplement ici d'abord. Project Instruction. Donc, c'est dans le projet. Je vais simplement mettre ceci ici. Je n'ai pas forcément besoin de la partie création. C'est la partie règle, en fait. C'est vraiment de ça que j'ai besoin. Donc, ceci étant défini, je vais ramener le même prompt et je vais lui dire, please add a required file, make sure to follow the rules. Là, on voit ici qu'il y a une différence. Il a mis used one reference. Donc, en fait, on voit qu'il a utilisé ce que je viens de rajouter comme instruction là, en fait, ici, pour pouvoir créer. Et là, on voit qu'il est en train de créer maintenant les fichiers ENA, ce que je voulais qu'il fasse, en fait. Donc, toutes les fois où je vais lui demander en mode vibe coding ou bien en mode agent de rajouter un nouveau modèle, il va se référer à ces règles-là, en fait, pour travailler. Donc, dans ce fichier, on peut définir, en fait, toutes, ça c'est vraiment basique, hein, mais on peut définir toutes les règles qu'on veut qu'il respecte. Si tu dois écrire camel case pour les variables, en fait, toutes les règles de code, les bonnes pratiques que toi tu aimes, que tu adoptes pour faire tes projets, tu lui décris ça en fait, et il va suivre ça en fait, sans que tu n'aies à corriger, ainsi de suite. Donc là, en fait, il a respecté ce que j'ai demandé, voilà, c'est mieux. Et je fais qu'il. Donc, on continue d'abord pour l'instant sur la suite avant de revenir tester. Donc là, on a vu les fichiers d'instruction, les prompts réutilisables qu'on peut réutiliser. Donc, pour les prompts réutilisables, on peut en créer plein. Dès lors, en fait, que tu vois que tu as un prompt qui revient souvent, voilà, l'un des prompts les plus, on va dire, célèbres, c'est le prompt de traduction. Parce que je ne peux pas me casser la tête à traduire manuellement alors que l'IA est là. La seule chose que je dois faire, c'est lire ce qu'il a fabriqué. Donc, il y avait des prompts de traduction. Je pense que je vais les supprimer. On va recréer ça ensemble pour qu'il parcourt les différents fichiers et il me fasse les traductions des trucs. Pendant que moi, je fais autre chose. Réaliser prompt. Donc, on a vu les réaliser prompt. On va en créer un autre et tester dans le projet après. Donc, globalement, ça, c'est les outils en fait qu'on a. On a les différents modes. Bien choisir les modes en fonction de ce qu'on veut faire. On a les instructions, les user prompts. Maintenant, en fait, il y a des bonnes pratiques que des copilotes même recommandent, en fait. J'en ai déjà évoqué certaines. Donc, on va les parcourir un peu rapidement. Donc, là, pour ça, c'est par exemple qu'on teste une pratique, on va dire générale à tout ce qui est AI. Essayez de commencer généralement par un contexte général avant d'aller de façon spécifique. Donc,
Généralement, avant de commencer, ce que les gens disent souvent, tu es un développeur senior, ceci, voilà, ainsi de suite. Ça, on peut mettre ça dans le prompt du projet. On dit que le projet fait tant, tu es un développeur senior qui travaille sur le projet, ainsi de suite. Tu mets ça dans le contexte du prompt. Maintenant, si tu veux travailler sur une fonctionnalité et spécifique, aussi, il faut commencer par un petit contexte pour le mettre dans le bain ensuite avant de le décrire. Par exemple, ils disent écrire une fonction qui me dit si un nombre est premier. Cette fonction doit donc, ça c'est vraiment le minimum, il faut lui dire en fait ce que tu veux de façon précise. Maintenant, tu spécifies, je veux que la fonction reçoive telle chose en entrée, ainsi de suite. Ça va retourner temps. Donc, voilà, donner des exemples. Essayez toujours de donner des exemples, en fait. Parfois, même dans mon prompt de traduction, quand je l'avais écrit la première fois, j'ai lancé, imaginez des trucs qui n'étaient pas forcément bien faits à cause d'une spécificité des traductions en Django qu'on va voir dans le projet. Et donc, j'ai dû reformater correctement et lui donner des exemples. Quand c'est le message de traduction est sur plusieurs lignes, ça fait tant, il faut que tu fasses la réponse comme ça avec des exemples, des exemples. Et quand j'ai lancé ça, c'est passé cette fois-ci. Donc, généralement, quand le prompt, tu lances un image, pas ce qui manque, soit le contexte, soit un minimum d'exemples pour des cas particuliers qu'il doit gérer. Donc, il y a une fonction qui permet de trouver toutes les dates dans un string et retourne une liste. Et ça peut être formaté ainsi. Donc, en fait, quand tu donnes déjà au moins cette information, il sait à quoi s'attendre, il va déjà se limiter à ça. Ça permet d'être aussi plus rapide et plus efficace sur son traitement. OK, décomposer les tâches complexes en simples. Effectivement, si tu ne veux pas faire du vibe coding et tu veux vraiment le guider, garder le contrôle, c'est comme si tu as un développeur mid sur lequel qui veut t'aider sur un projet, il faut que tu découpes ça en les grandes lignes, les sous-tâches et qui traite un à un. Par exemple, si tu lui dis un truc super vague, euh, c'est pas comme bon. Là, par exemple, je lui ai dit, par exemple, créer un projet de gestion de stock. C'est super vague. Il peut modéliser de différentes manières, il n'y a rien de spécifié en fait. Mais si vraiment je découpe ça, là, c'est vraiment même administration. On ne parle pas encore des PI et ainsi de suite. Si tu veux vraiment qu'il fasse ce que tu veux, il faut que tu le guides. Et donc, il faut que tu le fais. Je fasse les choses étape par étape. Développe d'abord tel module, ensuite tel module. Comme si tu étais sur un vrai projet, tu confiais les tâches à quelqu'un. Mais il dit simplement un truc, frappe comme ça, il va se débrouiller, se démerder, faire ce qu'il veut pour que ça marche avec le moins de tokens possible. Simplement. Donc, par exemple, pour lui demander de générer un puzzle de recherche de mots, c'est super vague. Il faut décomposer en plusieurs étapes, en fait. Et voilà. Et il va les exécuter. Ou soit tu peux même lui demander quelles sont les étapes à faire dans le mode chat. Et tu vas valider les étapes ensemble. Maintenant, c'est ces étapes-là qui va suivre. Donc, mais ne pas simplement lui dire d'aller juste comme ça. Euh, donc, éviter les thèmes ambigus. Par exemple, si vous demandez à quoi cela, ça, si, ceci, euh, si pour être le fichier actuel, la dernière réponse de Copilot ou un bloc. Donc, d'être plus précis, en fait. En tout cas, plus tu vas fournir de contexte de précision, plus il sera efficace. Même quand tu lui dis corrige-moi telle fonctionnalité, si tu peux être plus précis sur le fichier concerné ou la partie du code concerné, c'est encore mieux que de lui dire simplement de se démerder pour aller régler ça. Si vous utilisez une bibliothèque peu commune, décrivez ce que la bibliothèque fait, si vous. Donc, généralement, en fait, Copilot, il va se baser sur, on va dire, des patterns de comment peut-être tel framework work et il travaille. Donc, si tu as eu à faire des compromis, si tu as eu à faire des trade-offs particuliers, faut l'informer. Comme si c'était n'importe quel développeur qui vient travailler sur le projet, il faut l'informer, sinon, euh, il n'a généralement pas, c'est pas évident qu'il ait le contexte de tout le projet en tête pour travailler. C'est pas évident. Peut-être ça viendra à un moment donné. Il a un contexte global, oui, mais pas forcément de tous les détails du projet, tous les trade-offs, sauf si tu le guides un peu. Donc, c'est toujours mieux de l'informer, en fait, de toute forme d'ambiguïté.
ou de particularités du projet. Et une bonne place pour ça, c'est le projet, c'est l'instruction du projet. Si c'est un projet legacy, par exemple, pour l'aider maintenant à mieux comprendre ce projet legacy, c'est un projet legacy vieux, pas peut-être bien écrit, l'aider à se retrouver sur certains trucs. Donc, les cas d'usage classiques, pour moi, en fait, où on sent vraiment la productivité, moi, je les ai énumérés ici. Ça, c'est en fait de mon expérience. Les trucs classiques pour lesquels j'utilise sérieusement. Et je ne trouve pas normal en 2025 de ne pas utiliser l'IA pour faire ça. Pour moi, la traduction. En fait, je ne veux pas me mettre à aller, parce que parfois on a besoin de trouver la bonne traduction, donc parfois on va aller traduire sur DeepL, et ainsi de suite. Non, je ne peux pas faire cet aller-retour aujourd'hui. Boilerplate code, je ne peux pas me mettre à créer les fichiers manuellement, ce n'est pas possible. Pour mettre en place une structure de projet, non, il n'y a pas moyen. Unit Test Generation. Unit Test, c'est, je vais dire un peu différent parce que généralement, quand je commence un projet, au moins j'écris 1 ou 2 unit tests avant de lui dire d'écrire en prenant ceci pour exemple. Parce que j'aime aussi j'aime une façon d'écrire mes tests, j'aime que ce soit configuré de façon dont je peux mettre ça en place moi-même. Une fois, ou peut-être le guider à mettre en place une fois et vraiment écrire moi-même la façon dont je fais des assertions, je fais les head cases, la façon dont je crée les fonctions. Quand je mets ça en place une fois, peut-être si c'est une API avec route de plusieurs ressources, je peux mettre ça correctement en place pour l'une des ressources. Et je lui dis, OK, en t'inspirant de telle ressource, crée-moi les tests, rajoute-moi les tests qui testent la création, modification, suppression de tout. Il va tout faire. Généralement à quelques erreurs près parce qu'il y a des trucs à régler, mais au moins ça me réduit beaucoup de travail à réécrire pratiquement la même logique sur des CRUD parce que généralement à quelques exceptions près pour des CRUD en fait la même logique en fait tu dois tester tant les champs ainsi de suite création modification tu dois tester les permissions ainsi de suite c'est la même chose je peux pas me permettre de répéter ça là je fais une fois et je lui demande et il me fait ça correctement et je corrige je relis je corrige. Les documentations, ça, on va le voir quand on va essayer de terminer le projet qu'on a fait. Ça, c'est quasiment instantané. Quand, quand tu écris ta classe, tu commences à mettre les premiers caractères pour une documentation, il autocomplète en même temps. Ça, c'est quand même un réflexe. Ce n'est même pas la peine. Les commentaires aussi, quand tu commences à faire des trucs et tu mets commentaires, tu commences à commenter, en fait, tu penses qu'il y a peut-être pensé, en fait sur le commentaire que tu veux mettre, ainsi de suite, tu tabules et tu continues. Les migrations. J'ai travaillé par exemple sur un projet où on devait migrer Bootstrap, parce que Bootstrap, ça devient vieux, tout ça en fait, vers Tailwind. C'était pénible, mais ça a été beaucoup moins pénible avec l'aide de Copilot. Parce qu'en fait, c'est pas un challenge pour montrer que je suis bon en Tailwind ou bien Bootstrap pour faire la traduction, non. On veut migrer, je mettais un peu de Tailwind, CSS, j'aime Tailwind, j'aime utiliser Tailwind pour plus de Bootstrap, mais non, je ne vais pas me mettre à passer à plein de fichiers. Chaque fichier, là où il y a des classes Bootstrap, aller changer avec l'équivalent Tailwind, c'est pénible. Il n'y a rien de satisfaisant en faisant ça là. Donc, en ce moment, je pense qu'il n'était pas assez efficace côté agent, sinon j'aurais juste lancé une commande parcours tous les fichiers HTML et traduire les classes. Je pense que j'avais lancé ça en ce moment, il a foutu n'importe quoi. Donc j'ai dû aller fichier par fichier, où je lui ai dit, OK, j'ai utilisé le même prompt. Parcours tout ce qui a comme classe, Bootstrap, transforme ça en leur équivalent Tailwind. 95% du cas était propre. Il n'y avait rien à faire, j'ai juste peut-être eu à réajuster un peu. C'était propre. Donc, c'est un travail fou que, d'après moi, c'est pas possible de continuer à faire manuellement sans utiliser l'IA pour aller vite. Voilà, peut-être migrer d'un langage. À un moment donné, je me rappelle que on avait migré un vieux projet PHP, spaghetti, terrible, pour le mettre pour mon Django. C'était pénible. Et en ce moment, il n'y avait pas encore le mot d'agent de Copilot. Donc, j'ai dû essayer de le faire avec. J'ai dû mettre beaucoup plus l'accent sur les tests unitaires
Parce qu'en fait, en ce moment, je ne lisais, sincèrement, pour cette partie, je ne lisais pas du tout totalement la traduction parce que je n'étais pas très fort en PHP. Donc, l'IPHP, comprendre comment ça fonctionne, pour faire la migration. Là, j'ai fermé les yeux, j'ai dit à Copilot de traduire ça. Mais côté test unitaire, là, j'ai dû tester sérieusement pour m'assurer tout au moins que les head cases et le truc fonctionnent par rapport à ce qu'il a fait comme traduction. Donc, j'ai essayé de mettre une batterie de tests pour au moins m'assurer que je puisse dormir un peu mieux la nuit pour cette migration qu'il a faite là. Donc, pour moi, les migrations, sauf si, c'est pas, qu'est-ce qui va te prendre de migrer toute une application manuellement, ligne par ligne, d'un langage à une autre, même si tu es très fort? Moi, je ne sais pas. Et moi migrer, non, je ne peux pas faire ça manuellement. Peut-être les tests, je vais écrire ça correctement, mais migrer le code, non. Donc, faites du refactoring. Et en fait, effectivement, il faut déjà être un minimum bon, en fait, comprendre que, oh, ce code-là, la façon dont il est créativement, c'est pas bien. Donc, il faut le refactorer. Il ne faut pas être, ne pas toujours te dire ça, pratiquement même jamais. Ça même parfois de voir, en fait, que de toute façon, si tu grossis, ça continue de grossir comme ça me crée des problèmes après. Donc, vaut mieux décomposer ou pathologiser de telle manière. Donc, ça, en fait, pour moi, c'est un travail qu'on peut déléguer facilement. C'est pas que tu ne peux pas le faire, mais tu as déjà le code initial, tu sais là où tu veux aller, comment tu veux le faire, tu le décris simplement et il te le faire simplement. Pour moi, Provatine en général, on peut déléguer ça à Copilot. Et toute opération répétitive qui ne nécessite pas de réfléchir, fatigant, ainsi de suite, vraiment, moi, je délègue directement à Copilot, hein, totalement et directement à Copilot. Donc, bon, on n'est pas encore à faire, on va terminer d'abord notre projet pour toucher un peu plus à Copilot. Et, euh, et donc, probablement toucher à pas mal de petits trucs qu'on a fait ici. Donc, au moins déjà avoir un projet fonctionnel. Donc, là, il a créé le projet. Bon, je vais ouvrir un nouveau terminal. Déjà, voici si ça fonctionne. On verra bien du premier coup. C'est quel paillant il a activé. Donc, activer ce démo. Euh, je ne crée pas récemment. Donc, les démos, tu encore. Ok, ici, je l'ai demandé par exemple de m'ajouter des commandes. Il y a des makefiles qui sont, généralement, c'est plus facile de travailler. Ah, il y a un que je l'ai demandé, qui manque, le make install, qui n'a pas fait, mais peu importe, on va installer. Ah, donc, ouais. Donc, déjà, on va voir ce qu'il a fait et, bon, et on va améliorer. Donc, on va rajouter un prompt réutilisable pour la traduction. On va lui demander de nous traduire ça, on va voir si ça fonctionne. Et peut-être faire quelques petites modifications dans le code. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez juste là. Donc, je vais checker. Vous me suivez? Ouais, on te suit. Ok, je suis là. Bien sûr, on te suit. Ok. Je vais Euh, rappeler à ceux qui sont là et qui ont des questions de les laisser dans le chat pour ne pas oublier. C'est juste une petite pause pour que Horace puisse souffler. Sentez-vous libre de vous exprimer. On va relayer tout ça après. Merci. qu'est-ce qu'il dit? Ok.
Donc, je pense que c'est une histoire liée à ceci. L'application principale est nommée stock. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, donc, là, je peux même lui demander. On va lui demander ça ici. En mode ask. On va créer une autre chat ici. Donc, au lieu d'aller directement ici, bon, il y a pas mal d'autres raccourcis ici, hein. On peut faire des recherches dans le mode ask en précisant, par exemple, c'est pas, Copilot, en précisant une extension. Est-ce que j'ai l'extension de. Ouais, donc en précisant, non, là c'est Stack Overflow. Je n'ai pas ça installé ici, mais il y a pas mal en fait de commandes qu'on peut demander. Ok, j'ai pas ça ici. Donc, please help me fix this error. Ah, ok. Un autre point que j'ai peut-être oublié d'aborder, en fait, où GitHub Copilot peut être utile, c'est le débogage. Je pense que j'ai dû manquer de l'utiliser. Mais moi, soit, je pense que je l'ai rajouté, mais le débogage. Est-ce que je l'ai précisé? Est-ce que j'ai précisé le débogage? Non, donc je pense que c'est ici que j'ai précisé ça. Ok, ouais. Euh, oui, ça peut nous aider à débugger, mais moi, j'utilise, je vais dire, j'utilise pas trop, parce que généralement, si en fait l'erreur est directement dans le commentaire ou bien est lié au contexte du projet, généralement, en fait, c'est un peu plus rapide pour moi, je pense, de simplement lire et de corriger, que de demander à Copilot de corriger. Parce que parfois, tu vas faire des allers-retours. Même en utilisant Claude, parfois, tu fais des allers-retours. Il finit toujours par corriger après deux, trois allers-retours. Mais parfois, en fait, quand l'erreur est évidente, pour moi, c'est plus simple d'aller rapidement corriger que de lui demander. C'est quand peut-être l'erreur est bizarre, ça remonte peut-être à la version d'un paquet, des trucs bizarres comme ça, que je peux lui demander. Donc ici, bon, je vais utiliser tous les mots agent qui fasse la modification directement dans le code. Ok, là, je suis passé en mode agent. Ok, il dit, donc, comment il débug? This error message indicate poetry that is not getting poetry file in your project whatever your space structure show. Ok, ouais, effectivement, j'avais oublié que le root de mon projet, c'est pas démo stock 2. Ça, c'est une erreur propre à poetry, hein. C'est pas pour ceux qui font Python. Mais le root de mon projet, c'est plutôt stock. Ça, j'avais totalement oublié. C'est démo stock 2. Donc, il ne trouvait pas mon projet. Alors que ici, je suis dans démo stock 2. Euh, Et ici, on est dans stock. Donc là, il dit change. Non, bon, là, par exemple, il dit changer le working territory folder. OK, là, OK, ouais, il dit ici stock avant de faire un stock. Ce qui est vrai. Donc, stock, et je relance mon. Donc, il peut vraiment aider pour le débugage. Qu'est-ce qu'il dit? OK, pour ici, lock. Il peut vraiment, je reviens ici, il peut vraiment aider pour le débugage, mais moi, je n'utilise pas systématiquement. Généralement, quand je regarde d'abord si je peux corriger, si c'est vraiment évident à corriger, avant de lui demander, peut-être il peut me faire des propositions. Donc là, poetry, lock. The generate the file does not have meta. Non, en fait, il y a un lock. Je pense que c'est lui qui m'avait créé le poetry lock. Je ne sais pas quand. Mais normalement, ça ne devrait pas être là. Il dit dépend de ref. Ah, il a pas dit me mettre ref 0, ça n'a aucun sens. Donc, je vais le réinstaller manuellement.
Vas-y, j'avais encore copié ceci pour aller lui demander, ça fait des allers-retours, parfois pas forcément inutiles. Là, je suis immédiatement, c'est quoi le souci? Et je corrige, pas besoin de lui demander à chaque fois. Donc là, je peux rajouter mon buff moi-même, poetry, add, buff. Ok, ref, ouais, c'est dans les dépendances directes. Ok. Donc là, c'est bon. Je lui ai demandé de me rajouter la commande make run. On va essayer de match. Ça va être de marcher. Il dit quoi? Cannot open file. Euh, oh, ok. Le make file fait quoi? Non, c'est bon pour le make file. Quand open file, no search file. Il n'a pas créé le fichier manage. Je n'avais pas fait attention, mais il n'a pas créé le fichier de base de Django. Donc, je pense que c'est une erreur même de Copilot. Donc, naturellement, il fait des erreurs. On va peut-être copier un autre manage. Donc là, par exemple, l'erreur est évidente. Je ne vais pas à chaque fois aller copier l'erreur pour lui demander ça. Euh, Ça va être du temps inutile. Donc, je vais juste copier ça dans l'autre projet. Euh, je pense que je dois avoir ça ici. Peut-être ici. Demo stock. J'avais manage. Ah, c'est bizarre. On va aller ailleurs encore voir. Peut-être le Django 1. Je vais un peu le manage ici. OK. Donc, manage by, je peux copier ici. Donc, c'est vraiment bizarre qu'il ait manqué le manage. Donc, c'est peut-être le prompt qu'il faut améliorer au niveau de la création. Il y a un truc à corriger aussi. Je pense pas. Donc, je lance. OK. Donc, naturellement, il a des petites erreurs à corriger parce qu'il a fabriqué. Il dit quoi ici? Res, value scrap, subclass modèle admin. OK, c'est ici. Donc, je pense que c'est un rapport au base admin en vieux. Où est-ce que ça? Ah, voilà. Ça fait des bêtises. Donc, en fait, bon, c'est propre à Django, hein. Donc, je pense que c'est Django. Contrib, admin. Non, on fait ça. OK. OK, donc c'est déjà corrigé. Ensuite, OK, j'ai la migration, donc il faut mettre en place la base de données. Migration. Non, ça c'est OK. Abstract. Bon, on va regarder, on va rester sur la base de données par défaut SQLite. On ne va pas se casser la tête. Donc, je lui ai demandé de mettre une commande make, le migrate aussi. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. OK. Donc là, on va créer un super utilisateur pour tester rapidement ce qu'il a fabriqué. Donc, on manage with super user. Parce que là, c'est la tête. Yes, pour les tests. OK. Donc, on va tester, voir ce qu'il a fabriqué. Admin. OK. C'est censé être une app de gestion du stock vraiment basique. Ça, c'est Django admin en fait. Donc là, OK. Ça ne semble pas marcher. Est-ce que j'ai fait la migration? Oui, j'ai fait la migration.
Donc, j'ai fait la migration, mais ça ne semble pas marcher. On regarde pourquoi il dit qu'il n'y a pas de table main product. Pourquoi? Le main product devrait être là. No such tab main product. Ok, il a importé les product. Les migrations sont là. Il n'y a pas de migration. Ok, c'est tout ça. Bon, là, en fait, j'ai trouvé le problème. On va demander à Copilot pour voir en combien de temps il va corriger le problème. Le problème, c'est juste qu'il manque. J'ai oublié de faire migration. Je vais voir ce qu'il va dire. I have this error. And you help me fix it. Je vais voir ce qu'il va fabriquer. Je suis toujours en mode agent. Hein. Il dit cette erreur signifie que la base de données n'existe pas. Ça arrive quand la migration n'a pas été créée. OK. Et ensuite, il me demande de créer la migration, mais ainsi de suite. Bon, mais le temps qu'il ait répondu, effectivement, il a trouvé la réponse du premier coup. Je vais plus créer la migration moi-même. Mais bon, allons-y. Je vais faire une commande make migrations. OK. Maintenant, je vais migrer. Et ensuite, appliquer la migration. Ouais. Make run. Et ajouter un produit. Voilà, voilà. Non, mais pas maintenant. C'est pas. Le prix, 5 000. Quoi? 5 000? 5 000 quoi? 500 000. C'est. OK, là, j'ai un produit que je viens de créer. Ordinateur 5 000. Une entrée, un produit, quantité 5. Bon, ça, l'aide de marché. Donc maintenant, là, je vais simplement m'aider à faire la traduction parce que là, je ne sais pas. Là, bon, là, il n'y a pas beaucoup de choses à traduire. Mais si on avait beaucoup, je n'avais pas le faire moi-même. Donc, bon, déjà, il m'a déjà créé les fichiers de traduction. Là, c'est la traduction. Si vous mettez cette traduction en français, il n'y a pas grand-chose. Donc, là, je vais simplement lui demander, je vais demander ça ici simplement. Please, bon, on va créer d'abord le compte de traduction rapidement. Donc, on vient ici, le compte réutilisable qu'on pourra utiliser un peu partout. Là, je vais le créer sur l'ordinateur. Create new prompt file dans la palette de commandes. Donc, je vais choisir user data folder. Je vais appeler ça Django translate all PO files. Donc, sur n'importe quel projet, si je veux un moment donné qu'il me fasse des traductions, je vais lancer cette commande normalement et le travail sera fait. Donc, je fais ça et je dis 10. Qu'est-ce que vous voyez? Même dans le prompt de traduction, il me fait des autocomplétions. Ça commence déjà. This is a project stop. Please help me translate all PO files in the project. Donc, je vais juste mettre all PO files in all apps. Parce que le projet pourra plusieurs applications. All apps of the project. Okay. So go through each app, find the local, yes, so find the local directory, translate, yes. Make sure the scripture files inside one iteration, only translating the, yes. You can
Non, je n'ai pas besoin de te préciser. C'est un projet Django. Mais ce que je vais te dire, c'est donner des exemples. Euh, je vais mettre exemple 1. Make sure que ce que je dis, c'est bon. Donc, parfois, en fait, il se fait que sur certains projets, par exemple, il y a des traditions vraiment particulières. Donc, je vais essayer de prendre un exemple. Euh, hum, donc, bon, je vais pas ouvrir ceci ici. Donc, ce que je vais faire, c'est make sure. Normalement, ça, c'est le fichier à traduire. Et ça, c'est la tradition. Et parfois, ça peut être sur plusieurs lignes. Et parfois, il fait des conneries quand il dit de traduire ces trucs-là. Donc, je vais mettre make sure to to add ici, to add translation, not for all, only for all missing, yes. Make sure to hand yes, driver correctly and multi-lines translations. Donc, je lui donne juste un ou deux exemples. Exemple 1, je lui dis, bon là c'est un exemple basique. Un exemple basique. Ce que je lui fais, je lui donne ça, ceci par exemple. Ceci. Counts. Ok. Exemple 2, où on a un cas un peu plus long. Non, pour pas le plus long, on va prendre un cas d'exemple. Parfois, ça peut être comme ça, ce format-là, sur plusieurs lignes. C'est longue et, et multi-line translation. Exemple, et on fait ça, that's OK. Exactly. Donc, tu m'as dit traduction, non? Mais tu dis quoi? J'ai dit que ceci. Oh, ok, c'est bon, je vais faire la bêtise. Donc, ça, c'était ça qui devient ça. Parce que généralement, c'est vide et c'est nous qui devons remplir la traduction qu'on semble être la bonne. Donc, en fait, c'est ça. Ça fait ça. Becomes this. Et donc, en fait, normalement, ceci est censé être vide. C'est nous qui devons remplir la traduction. Et donc, le travail qui va nous faire, c'est vraiment, tu laisses tout ceci intact, tel qu'il est, mais tu nous mets la traduction correctement sur deux lignes, bien formatées. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Bon, là, il m'attend un truc. Au niveau du makefile, il y avait une commande que j'aimais là. J'aime bien ce que je veux faire. Donc, add in the makefile et commande. En fait, j'ai pas exactement la séquence de la commande en tête, donc je lui demande ça pour exactement faire à la fois générer les fichiers de traduction et compiler. Commande to generate translation files and compile. Donc, je lui demande de m'acheter la commande. Donc, quand je peux faire ma commande est déjà là, mon prompt est déjà là. Ouais, je pense que c'est là. Mais généralement, j'aime plutôt translate. Donc, on fait ça. Donc, je fais un make translate. Make translate. Et donc, ici, je vais lancer ma commande réutilisable de traduction. Bon, déjà, on va voir ce que ça a généré.
Non, lui, il est celui qui n'a que ça. Attends. Ah ouais. En fait, ok, je vais simplement lui demander de me rajouter les traductions. Donc voilà un truc que je ne trouve pas normal de faire manuellement. Là, par exemple, j'ai oublié. Normalement, sur chaque modèle, on peut rajouter ce qu'on appelle des descriptions et des help tests qui nous permettent en fait de mieux rendre, de customiser en fait l'affichage des éléments dans Django Ali avec des tests plus explicites, des exemples de ce genre. Et donc, normalement, en fait, en codant, c'est toujours bien de rajouter ces trucs-là, c'est toujours bien de rajouter les documentations aussi. Donc, comme je ne l'ai pas fait, c'est même bien, je vais lui demander de parcourir. Et donc, idéalement, c'est que je garde les fichiers sur lesquels je veux qu'il travaille ouvert pour qu'il aille plus vite, comme ils l'ont recommandé eux-mêmes. Donc, je veux qu'il travaille, par exemple, sur les modèles et dans les admins aussi. Donc, ces fichiers ils sont déjà ouverts. Donc, je vais dire go through, je vais dire de parcourir, go through all models and their admin class and add documentation. And add documentation. Ça peut être aussi un prompt réutilisable en fait pour si tu as oublié documentation. Like doc strings for classes, and like tests, help test and description for all model fields, and verbose name and verbose name plural for models. Donc, en fait, bon, je vais vous expliquer ce que ça représente quand il va rajouter. C'est juste des trucs pour documenter, en fait, quoi. Donc, je balance un mot d'agent. Et là, on va traduire. Je pense que ça va faire la fin. Donc, OK, là, il parcourt. Avant même, ce n'était pas évident qu'il parcourt rapidement les fichiers, fait les modifications même. Je pense qu'il devient de plus en plus efficace pour faire ça. On l'a pour le moment en train de lire. Et c'est vraiment en background. Tu peux être travailler sur autre chose pendant qu'il fait ça. Tant que ça ne donne pas vraiment en conflit avec ce que je suis en train de faire. Donc là, en fait, je prends juste l'exemple là. C'est ça les documentations. Là, par exemple, je pense que tu es en train de travailler. Mais on peut voir déjà ici qu'il a ajouté ceci. Ça, c'est la documentation de la classe. C'est toujours bien de rajouter ça. Parce que même au niveau du code side, la documentation aussi, ça peut être aussi bien documenté, bien typé, les variables d'entrée, de sortie, les interfaces des fonctions et autres. C'est toujours utile, en fait, dans le dev. Bon, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de fonctions et autres à documenter, donc je ne vais pas demander de faire ça. Et pour le moment, j'ai juste dit OK. Et non, pas défaut, le code est en anglais, donc c'est toujours bien de garder anglais et après de traduire. Alors, je n'ai pas été assez précis. Sinon, j'aurais dû lui dire un peu comme en React, ils font du React. Quand on veut traduire, il faut qu'on importe en fait un helper, un T de traduction ou bien un truc là. Et on wrap, on entoure en fait ce qu'on veut traduire avec ça en fait partout où on veut le faire pour que ce soit pris en compte dans les traductions en fait. J'ai oublié de faire ça, donc c'est pour ça qu'il faut être toujours précis. Là, en fait, lui n'a pas eu l'idée de le faire, mais j'ai oublié de lui dire. Et si j'avais rajouté ça peut-être dans mon fichier d'instruction, il l'aurait fait. Mais je pense que d'avoir rajouté, on vérifie rapidement, fichier d'instruction. Non, c'est ici. Ah non, c'est au niveau du prompt que j'ai dit ça. Donc, je vais lui rajouter ça ici aussi. C'est au niveau du prompt, de la création, que je dis ça. Ah ouais, j'ai enlevé cette partie-là. Non, mais c'est où? Je pensais l'avoir précisé. C'est bizarre. Bon, bref, peut-être que c'est une autre. Ouais, effectivement, je ne l'ai pas précisé ça, sinon j'aurais dû faire ça. Mais c'est dans un autre projet, je ne me rappelle pas. Mais là, en fait, je voulais qu'il me rajoute, il aurait dû me rajouter les traductions. Parce que là, ce n'est pas trop utile ce qu'il a fait. Donc, je vais lui demander de corriger rapidement.
Bon, je garde d'abord ce changement. Donc, please also import get tests, je pense lazy underscore in each of these files, right? Files and wrap the the help test the field help test descriptions and verbose name with it. Donc là, en fait, il n'y a pas beaucoup. Mais si on avait 20, 30, il va tout parcourir, on aurait le fait, en fait. Alors que tu peux être en train de travailler sur autre chose. Clairement, et c'est vraiment pas un travail c'est satisfaisant à faire. C'est pas réfléchi. C'est pas normal de le faire manuellement encore. Donc là, euh, ah, on fait ça rapidement et on arrête. Je pense qu'on a dépassé largement le temps. Ok, voilà ce que je disais. Donc, c'est ce que je voulais ça. Donc là, on va me faire rapidement, plus rapidement. Donc là, en fait, c'est ce qui nous permet, en fait, à Django de traquer tout ce qu'il y a comme traduction dans le projet. Donc, normalement, on doit à chaque fois entourer ça. Et c'est ce que je vais te faire. Donc là, maintenant, quand je vais lancer les traductions, euh, ça va rajouter les traductions dans le fichier. Voilà, on a toutes les traductions. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Puis on en a plein, beaucoup plus que ça. Et donc là, en fait, c'est là que j'utilise mon prompt, simplement. Django translate all PO files. Et idéalement, il faut garder les fichiers aussi ouverts pour lui faciliter la tâche dans le contexte. Donc, Django translate all PO files. Là, c'est vraiment pénible d'aller le faire manuellement. Ah, je suis en mode ask. Ah, j'aurais dû l'utiliser en mode agent. Bref. Euh, apply the change. Bon, c'est la flemme, hein, je vais plus copier-coller, mais bref. En fait, normalement, j'aurais dû demander directement de le faire en mode agent. Faut qu'il le fasse. Là, il est encore clôturé. Ah, ok, c'est bon. Ok, keep. Donc là, on a le truc ici. J'ai fait encore mettre en fait. Ah, qu'est-ce que je disais en fait? Là, en fait, ce qu'il a généré est corrompu. Il a sûrement fait une bêtise quelque part. Et donc, en corrigeant la bêtise, on peut améliorer le prompt pour qu'il ne la refasse plus. Donc, on peut rapidement identifier la bêtise. Il dit, dans un contexte, donc, il a fait une bêtise quelque part. Ah, il a supprimé les headers, en fait. Il y a des headers normalement sur ce fichier qu'il a supprimé. Je reviens en arrière. Ou plutôt, en fait, lorsqu'il créait le fichier PO, il n'avait pas du tout rajouté le header. C'est plutôt ça. Bon, ce que je vais faire simplement, bon, cette fois-ci, pas me fatiguer, je vais lui donner ça, il va corriger. Please help me. Au moins, je sais, regarde, c'est pas le souci, mais je sais pas les headers en fait, il va me rajouter ça lui-même. Correct. This here. Mais je pense que ce soit évident pour lui de corriger ça aussi. Et normalement, on devrait être bon. Là, il est en train de tout traîner. Je pourrais aller sur un projet, copier et coller pour aller plus vite. Mais bon, finalement, il a trouvé. OK. Euh, on sait qui est là, ça, en fait. OK. Si je fais un make run,
Je rafraîchis. Donc, je fais un clip. Donc là, OK, name of the product. Bon, là, il a rajouté toutes les traductions, mais on voit que ça ne marche toujours pas. Je pense déjà avoir une idée de pourquoi, mais je vais lui demander de corriger. Je vais voir comment il va corriger ça. OK. Parce que là, en fait, les traductions sont là, mais ça n'a pas pris. Non, peut-être c'est juste le cache. Mon sort ne peut pas être caché. J'ai déjà fait un run. Je vais lui demander de corriger. Il manque une configuration à ajouter normalement pour que ça prenne ici. Je vais lui dire ça. Please, I compiled the translations, but it didn't take effect. Didn't yet take effect on the website. Et normalement, ça devrait être bon. Donc là, il peut y avoir plein de traductions. Lui-même va se débrouiller pour aller. Mais parfois, en fait, il faut toujours relire. Parce que parfois, la traduction qu'il met n'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Et on peut corriger nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit? Use local middleware. Ok, c'est au niveau des settings. Normalement, au niveau des URL plutôt. Là, en fait, par exemple, parmi toutes les propositions qu'il m'a faites, normalement, aucune ne permet de corriger mon erreur. Parce que la config qu'il veut faire, c'est plutôt au niveau de URL file ici. Mais là, il me dit de vérifier les settings. Là, il a fait perdre mon temps, de redémarrer le serveur. Il va de vérifier si c'est. Maintenant, moi, comme je sais, je peux le quitter. En fait, là, je n'ai pas la commande en tête, mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Il dit, are you sure the issue isn't. Mais peut-être qu'on peut essayer une autre IA. Essayons avec Claude Voix. On est alors avec Claude Sonnette, voir ce que Claude va dire. Avant que je ne lui demande, je lui dise quoi faire. On essaie avec Claude pour qu'on voit ça donne. Moi, généralement, en fait, bon, je ne vois pas trop de différence entre le modèle, entre les différents modèles. Même si on dit que Claude est généralement plus efficace. Mais là, ce n'était pas GPT-5, c'était GPT-4 que j'utilisais. Bon, l'image de local middleware. Bon, pas forcément, mais bon, allons-y. Est-ce qu'il a rajouté d'autres? Ok, bon, peut-être que c'est la bancaire aussi, effectivement, ça va prendre. Non, je ne veux pas rajouter Miles. Bon, on va faire la traduction là-dessus. Je n'ai pas pris. Keep. Bon, je fais un keep. Voilà, exactement. C'est ce qui manquait. Que GitHub, que GPT n'avait pas dit dans cette suggestion. C'est vraiment ceci, la clé, il fallait faire cette configuration-là. Tu vois que Claude fait la différence, non? Bon, je dis, oui, dans ce cas. Il a rapidement compris ton contexte, il a vu le problème, il a réglé. Malgré que GPT, c'est avec lui, tu travaillais depuis le début. Et il est resté pour tourner en fait sur le problème. Bon, je pense aussi que le projet n'est pas encore assez gros pour lui. Mais bon, effectivement, dans ce cas, j'ai juste switché en fait, et on a vu que Claude, effectivement, a donné de meilleurs résultats.
En parenthèse, ça me rappelle ton face-à-face avec Gozonda et des arguments. Ah ouais. Bon, là, bon, je pense que j'ai le même point. Hein. Parmi mon dernier point pour la fin, en fait, j'ai parlé de ça. Le vibe coding. C'était vraiment du vibe coding contre de l'autocomplétion. Euh, une dernière seconde, je pense que tout est OK. Ça continue pas de marcher. On a. Oh non, 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 non. Ouais, c'est ça. C'est dans stock local. Addition. OK, OK, OK. Local. Non, c'est FR. Faire, faire. Et qu'est-ce qui manque? Ça c'est bon, ça c'est bon. Dernière chose. Je vais voir. C'est toujours pas bon sur la traduction. C'est vraiment bizarre. Bon, je vais lui demander voir. Si mon après tout m'a l'air OK, peut-être qu'il y a un truc qui me manque à la config. Oh, c'est à cause de ceci. Là, en fait, c'est pour ça que je m'inquiétais pour qu'il a mis ceci. En fait, ça, en fait, le codement est. Mon ordinateur est en anglais. Donc, ça va lire la langue dans le contexte. A priori, c'est Ok, ça. ok. A priori, c'est ça. C'est pour ça que je ne voulais pas activer ce middleware. Je ne démarre pas. Euh, oh. Effectivement, même utiliser en fait le PAF, la conversion du PAF en fait. Ok, je vois ce qu'il a fait. Bon, je n'avais pas remarqué en fait. Euh, bon, ça passe. Donc ça devrait marcher maintenant. Ok, nom du produit, prix. Bon, j'ai pas traduit ces trucs-là. Entrée, ok, tout c'est traduit maintenant. Donc on peut aller plus loin, mais bon, c'est juste pour avoir un aperçu euh, de ça. Donc, pour rapidement terminer, pour la fin. Donc, moi, bon, effectivement, avec mon challenge dans le Kojanda, moi, je voulais toujours garder le contrôle. Mais c'est pas si mauvais, en fait. Pour moi, ça, c'est moi, en fait. Hein. Quand je code, en fait, je veux vraiment coder sur un projet, je code. Je vibe pourquoi. Je code vraiment, je tape, j'utilise l'autocomplétion au maximum avec les shortcuts, tous les commandes. C'est uniquement pour les tâches, clairement, pour moi, qui n'a pas de sens à faire manuellement, je délègue ça en mode agent. Euh, si je vais apprendre une stack, je vais coder moi-même, je ne sais pas coder. Si c'est juste un truc que je veux juste faire pour la forme sur un site meeting, je vais faire un truc genre, je vais coder ça avec le mode agent. Et peut-être terminer quelques détails moi-même. Euh, maintenant, débugage aussi. Euh, J'essaie de débugger. En fait, quand je fais plus de 5 minutes, généralement, en fait, si le truc est devant moi, en plus de 5 minutes, j'ai déjà résolu le problème. Donc, si je fais plus de 5 minutes, c'est que peut-être un truc me manque out of contest. Donc là, je peux demander ici. Euh, et ici, par exemple, bon, on a vu que Claude, bon, j'avais bien une idée de pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais bon, Claude a été plus efficace que Copilot, que GPT, effectivement. Mais bon, généralement, je débug uniquement en cas de dernier recours. Et même avant de débugger, parfois, j'essaie, si le problème est vraiment assez profond, c'est que je vais regarder si je vais encore sur Stack Overflow, voir s'il n'y a pas un gars qui a eu quasiment exactement le même problème et a mis la solution. Parce que parfois, bon, peut-être c'est parce que j'utilisais moins Claude, mais parfois, il me fait des allers-retours que je n'aime pas. Parfois, il me fait peut-être plus de temps. Donc, je vais prendre plus tout ce qui est idée pour aller vite. Des trucs que je ne veux pas, c'est pas, voilà, que je n'ai pas envie de faire moi-même, des sites vitrines, des petits trucs, ou peut-être même des technologies que je n'ai pas forcément envie d'apprendre. Et si je veux apprendre bien coder moi-même, j'essaie de coder le moins possible pour garder un minimum de contrôle. Oui,
j'essaie toujours de relier ce que l'IA fait. Parfois, il fait des trucs bizarres. Que, en fait, si tu ne lis pas, ça t'échappe. Après, tu vois, ça te fait perdre énormément de temps. Si je n'avais pas remarqué, par exemple, qu'il avait rajouté ce middleware-là, j'allais chercher fatigué, parce que j'avais aucune idée qu'il a rajouté ce middleware-là. J'allais chercher. Et après, tu vas trouver, parfois, il peut être étonnant, il faut toujours essayer de relire ce qu'il fabrique. Au moins, juste lire rapidement pour voir, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, est-ce que c'est OK. Euh, donc, même quand on va code pour un projet, toujours essayer quand même de garder le workflow kit. Donc, c'est-à-dire découper le projet en petites tâches et vraiment le traiter. Parce que, comme le fois où tu as, j'avais codé les parties loin et je voulais revenir sur une version précédente, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas historisé. Je lui ai envoyé juste les commandes, fais ci, fais ça, fais ça. Et si tu n'as pas historisé, au moins à chaque étape où tu as progressé, tu as vu que ça c'est bon, tu as testé, tu as validé ça avant d'aller avec d'autres étapes. Si tu veux revenir rollback sur l'étape précédente, tu es mort parce que, bon, pas tu es mort, mais tu vas galérer plus. Donc, toujours quand même garder un workflow kit. Même quand on va le code, découper en petites étapes. Et tout ce qui ne me fait pas réfléchir, je délègue. Tout ce qui ne me fait pas, je délègue en même temps. Et je ne réfléchis même pas. Donc, moi, en fait, c'est comme ça que j'utilise Copilot pour essayer de. Donc, peut-être je vais commencer à utiliser beaucoup plus Claude Voix si m'aide débugger plus vite. Donc, c'est comme ça que j'utilise Copilot pour aider à aller beaucoup plus vite, sans forcément, en essayant quand même de garder un minimum de contrôle, sauf quand je veux vraiment coder sur les side projects, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour les sources, bon, les petites astuces, c'est sur le page même qu'ils ont décrit ça en fait. Comment spécifier les instructions, créer des trucs réutilisables, les petites astuces, garder les fichiers ouverts, les fichiers du contexte ouverts pour l'aider à avoir le maximum de contexte. Donc, c'est décrit sur le page. Là, j'ai essayé de tirer ça. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Ok, merci beaucoup, Horace. Je pense qu'on t'a suivi avec attention, on a noté pas mal de choses. Je vais demander au public s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent lever la main ou les laisser dans le chat pour qu'on puisse les prendre. Ok, merci beaucoup, Horace. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que Copilot t'aide à gérer les tâches pour lesquelles tu n'as pas tellement besoin de réfléchir et tout, mais quand même, tu l'utilises tout en gardant le contrôle sur ce que tu fais. C'est très important de le noter parce que ça voudra dire que l'IA t'aide à augmenter en productivité, mais ça ne t'empêche pas de coder. Et comme conseil, déjà, tu dis, quand tu veux apprendre une stack, tu ne vas pas vibe coder, tu vas coder toi-même. C'est très important de le noter pour tous ceux qui sont là et tout. Donc, comme il a dit, on va prendre les questions avec Cissé. Je ne sais pas si quelqu'un a aussi une expérience avec Copilot ou peu importe les outils IA aujourd'hui, la personne peut partager. C'est discutant entre devs, donc c'est chill en fait. Et je précise aussi que vous allez voir que dans tout le processus, en fait, il savait ce qu'il devait faire et où il allait, les objectifs qu'il voulait atteindre. Autrement dit, même si on utilise les agents IA, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, où on va, on ne pourra pas donner les bons prompts et obtenir les bons résultats. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, même quand on est débutant dans le domaine, il faut quand même avoir une certaine base pour demander
à l'IA de faire ce qu'on veut exactement pour obtenir le résultat qu'on veut exactement. Sans ça, je ne pense pas que ça puisse vraiment marcher pour qui que ce soit d'ailleurs. Ah ouais, et même beaucoup renchérir, même dans leur documentation, mais dans leur pratique. Peut-être j'ai pas rajouté ça. Même eux le disent en fait, que l'IA, à un moment, en fait, plus tu l'utilises, plus il analyse en fait comment tu réagis. Et en fait, il essaie aussi de suivre. Si une, deux fois tu lui corriges ceci, il va le faire prochainement. Mais si toi-même, tu cours n'importe comment, en fait, tu n'as pas de règles, il va te suivre simplement, vous allez aller ensemble dans ce que vous faites. Donc, si tu utilises toi-même, tu ne codes pas bien, il va te suivre, vous allez aller ensemble là où ça doit aller. Ok. Merci, Horace. Moi, j'ai peut-être une question, hein. Là, on est parti vraiment sur, je vais dire, du back-end. Est-ce que tu as eu des expériences où tu as utilisé Copilot ou des projets front-end, t'aider à faire des interfaces, peut-être aussi t'aider dans l'intégration API? Est-ce que tu as eu des expériences dans ce cas-là? Oui, bon, j'ai déjà parlé de la migration Bootstrap Betterwing que j'ai faite, Oui, oui. qui m'a sérieusement aidé. C'était la galère et il y avait beaucoup de classes à convertir, tout ça en fait. Donc, il m'a sérieusement aidé. Je prenais chaque fichier UTI, tout ça remplace par les classes Bootstrap. Il me remplace quasiment 95-98%, c'était fonctionnel. Les traductions aussi, pareil. Ici, tu décris, si tu as oublié de mettre des traductions à certains endroits, tu dis pas pour ces composants-là, tout ce qu'il y a comme test non traduit, tu me wraps ça avec le T de I8 là, et tu me crées. Si je décris nickel, tu fais ça rapidement, ce que tu as fait manuellement, tu vas te casser la tête. Maintenant, pour créer des composants, oui. Euh, voilà, j'ai beaucoup plus vibodé. Mon side projet récent était une app. J'ai codé sur Bolt, j'ai ramené ça et j'ai continué à coder. Donc, j'ai beaucoup codé sur ça aussi manuellement parce qu'il y a pas mal de petits micro-actions que je voulais faire moi-même. Et c'était plus simple de le faire rapidement moi-même. Donc, effectivement, c'est aussi efficace. Les suggestions sont aussi relativement efficaces, que ce soit sur front-end comme back-end, hein. Ok, merci beaucoup. Je pense que la première chose que moi j'avais testé où j'étais bluffé, c'est les traductions, comme tu l'as dit, hein. Sur les apps, chez nous, on fait toujours du multilanguage. Donc, c'est quand même galère comment on souffre pour le faire manuellement, en fait. Ah, Tu c'est vois, pas donc, possible. tu dois les boutons, les petits tests, en fait, tout, en fait, tu dois parcourir. Mais là, en fait, tu mets en place, si c'est I18N, si c'est le paquet de NESA intentional là que tu utilises, tu mets ça en place, en fait, et tu lui donnes juste le contexte avec les fichiers déjà setup, en fait. Même si tu ne sais, il peut même bien aussi t'aider dans ça. Il le fait assez bien et très vite, tu vois. Bien. Donc, moi, j'ai eu à déjà tester ça fonctionne très bien. Également, par exemple, du refactoring en front-end, peut-être, il y a des choses où tu veux transformer en composant, pas mal de choses, en fait, qui sont là, que tu veux améliorer et tout. Il est super bon dedans et il suffit juste de mettre en place les instructions que tu as utilisées. Tu le mets en place, OK, pour les composants réutilisables, là. Voici en fait la structure qu'il faut utiliser. Voici les différentes variantes en fait pour chaque composant. Si c'est les boutons, OK, les outlines, tout ça, tu mets ça en place vraiment. Il le fait super bien et tu gagnes vraiment assez de temps. Donc, moi, j'ai eu à tester Copilot sur ça. Il gère bien aussi au niveau du front-end. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question dans le chat, hein. Ils sont tous bluffés. Mais ils sont timides. Bon, combien ils utilisent des Copilot dans le chat? Je lever la main. Combien? Bon, Copilot, ensuite on va parler d'autres outils. OK.
Ils sont nombreux, hein. Ils sont combien? Il y a Cissé, il y a Brice, Goudalo. Il y a les timides. Ils sont pas timides. Hein. Abraham n'est pas timide. Et Freud n'est pas timide. Ils sont là. Ben, c'est vrai que beaucoup sont partis aussi, donc c'est certainement à cause de l'heure et tout. Mais c'était quand même une belle expérience. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager avec nous. Est-ce qu'Abraham va nous dire qu'il préfère coder plutôt que d'utiliser les agents IA? Abraham, non, 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 Kabi. talk. Bon, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu fais du dev ou quoi que ce soit sans utiliser l'IA? C'est forcé. Le reste, il faut avoir la bonne façon de faire, il faut comprendre qu'est-ce que tu es en train d'écrire, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement. Et puis ça aide énormément. Un petit usage que moi j'utilise par exemple, c'est peut-être quelque chose dont je vais parler après. Et lorsque vous voulez faire des projets data par exemple, de base en fait, comment ça se passe? Il faut qu'il y ait une application qui tourne en prod et que vous ayez des données clients, ce genre de choses. Et tout le monde va vous dire, bah, on veut travailler sur des données réelles. Mais le problème, c'est que bah, vous n'êtes pas forcément développeur. Vous ne savez pas designer des bases de données de produits réels, en fait, ou vous n'avez pas forcément le temps ou la patience d'apprendre réellement à faire cela, en fait. Parce qu'une base de données produit, je vais dire opérationnelle, en fait, et une base de données analytique, c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes choses. Donc, un usage tout bête, quand tu veux commencer à simuler en fait le fait d'avoir des données réelles, bah, c'est de dire, bah, je veux des données dans une base de données, c'est du Postgre, c'est du Mongo. Tu dis, bon, je veux réaliser un petit projet qui va générer toutes ces données-là. Ces données-là doivent être structurées comme ceci, comme cela. Tu dois respecter telle règle, tel type de pourcentage. Il faut peut-être qu'il y ait un pic d'activité le week-end, ce genre de choses. Et au final, en fait, ça peut te sortir un code qui est hyper compliqué, hyper long, peut-être parfois, mais la plupart du temps, en fait, pour ce genre de tâches où tu lui demandes design-moi ça, écris-moi un petit script pour me créer ces données là-bas, tu passes vite. Et derrière, quand tu as ce genre de données que toi, tu veux expérimenter, par exemple, une nouvelle techno sur du ML, du data engineering ou ce genre de choses, bah, tu rentres dedans facilement, en fait. Ou même si tu veux simplement apprendre à manipuler une nouvelle base de données comme Mongo, Postgre ou un truc du genre et être un peu à l'aise avec, bah, c'est des cas d'usage en dehors du code même, en fait, c'est des cas d'usage où tu peux utiliser encore ces outils-là pour apprendre correctement, c'est tout. Donc, comme je l'ai dit, bah, l'IA, forcément, tu vas le faire. C'est même pas chose, c'est obligatoire. L'autre truc que je voulais dire, par rapport à la démo de notre ami Horace, je pense au moment où il a switché sur Claude, je pense que Claude a été un peu plus réactif. Bon, je pense qu'il y a peut-être une explication assez logique. C'est peut-être que comme tu parles depuis longtemps avec quelqu'un, en fait, et qu'il a peut-être le contexte, je vais dire peut-être ça un peu bêtement comme ça, hein, de toutes les conversations et qui s'est déjà mis en tête quelque part que bah, c'est comme ça il doit fonctionner. Bah, si tu ne parles pas à quelqu'un d'autre pour avoir un autre avis aussi, ça peut paraître bizarre. Donc, il aurait été possible aussi que dans sa démo, en fait, il commence avec Claude et que Claude fasse les mêmes erreurs que ChatGPT a fait là, et que arrivé un moment, il switch vers ChatGPT et que ChatGPT a un avis nouveau sur la question maintenant. Donc, c'est des trucs aussi à garder en tête. Et lorsque vous choisissez d'utiliser un modèle, par exemple, il faut essayer de voir, en fait, le modèle, comment est-ce qu'il gère le contexte à court et à long terme. C'est vrai, ça peut paraître technique, mais il y a des modèles, en fait, qui vont mal gérer l'information sur une très longue durée et qui vont plutôt comprendre, en fait, l'information plutôt récente. Donc, il y a des modèles. C'est vrai que là, je ne sais pas si tu as utilisé une version payante ou si tu as utilisé des modèles payants aussi. Ça pourrait peut-être intéressant. Moi, j'ai testé un modèle dernièrement, c'est Queen de Alibaba. Ils ont un modèle spécial pour faire du code et j'ai remarqué que sur, en fait, du long terme, même s'il doit générer des fichiers qui font 800, 900 lignes, en fait, il garde une cohérence vraiment, vraiment pointue dans le code qu'il fournit.
Et réellement, le nombre d'allers-retours que tu vas faire est très limité, en fait. Donc, quand vous choisissez aussi un modèle dans votre éditeur de code pour vous aider, gardez ça en tête. Je pense que Claude, comparé à GPT, il est assez bon aussi dans la taille du contexte qu'il va utiliser. Je pense qu'il est vraiment très bon aussi. Il manage beaucoup plus de contexte que simplement que ChatGPT. Donc, ça peut expliquer aussi les résultats qui sont différents. Après, il faut savoir s'il n'y a pas des limites aussi qu'on met sur le contexte lorsque vous utilisez des versions gratuites ou bien ce genre de choses. Donc, c'est des détails, mais si quelqu'un veut aller plus loin, bah, ça pourrait aider aussi. Donc, j'en ai fini. Ok, merci. Le modèle chinois, tu as pas de Queens, je n'ai pas bien entendu. Oui, c'est ça, Queens. Ça Comment s'écrit on écrit? QWEN. I. Comme ça? Tu as vu, c'est écrit dans le chat. C'est QWEN en fait. WN, CE. WEN. Il y a passé. WEN. Ok, Quen. Ok. Je vais checker le modèle aussi. Je pense que je vais commencer à utiliser Claude pendant au moins plusieurs mois, quoi. Tu vas nous faire ton retour d'expérience avec ça après. Ok.